Donc, bonjour les PTSI, on se retrouve pour un cours express sur les développements limités. Je vais commencer d'abord par vous parler rapidement des petits rappels sur les relations de comparaison. Et puis ensuite, nous passerons directement au vif du sujet, à savoir qu'est-ce qu'un développement limité, comment on le calcule et à quoi ça sert. Donc, voilà comment ça se présente. Le concept, il est de récupérer ce que font souvent les physiciens ou tous les scientifiques qui font des sciences appliquées. Ils ont besoin de faire des approximations permanentes. Et en physique, très vite en physique, en fait, les physiciens sont arrivés avant les matheux en la matière. Lorsqu'ils ont voulu résoudre des équations différentielles ou des équations, ils ont passé leur temps à faire des approximations, dont la plus connue est celle que vous connaissez depuis très longtemps, à savoir que le sinus d'un angle petit est équivalent à l'angle. Alors eux, le symbole équivalent qu'ils utilisent, c'est une double vaguelette. Et c'est pas très bien défini. C'est pas très bien défini. Les mathématiciens, quand ils sont arrivés là-dessus, ils ont dit il faut qu'on donne un sens à cette opération algébrique. Pareil, les physiciens, souvent, ils négligent des termes. Donc quand, par exemple, ils sont au voisinage de 0 et qu'ils ont un truc du type x plus x carré, le x carré, ils vont dire qu'il est négligeable devant le x et donc ils vont carrément le supprimer. Alors ça les arrange énormément parce qu'en fait, ils linéarisent tout. Une équation de degré 2, avec cette petite manipulation, elle devient de degré 1. Mais en fait, mathématiquement, c'est complètement dingue. Vous n'avez pas le droit de virer des termes comme ça. Donc, on va essayer de t'expliquer un peu précisément qu'est-ce que c'est que faire cette opération de suppression de termes. Alors, vous en avez un petit peu parlé, donc je fais un rapide rappel sur le début, mais je vous le redistribuerai mercredi. Donc, en gros, dans tout le cours que je vais vous présenter, on a plusieurs fonctions, on a un antinaturel, plusieurs fonctions définies sur un intervalle i. Alors précisément, cet intervalle i ne doit pas être réduit à un singleton. C'est un petit intervalle, vous voyez, dans lequel il y a quelque chose. Souvent on dit un intervalle ouvert qui n'est pas réduit à un singleton. Ok. Partant de là, on va prendre x0 ou dans i ou au bord de i. Alors vous savez, être au bord, c'est logique parce qu'en maths, souvent, quand on néglige des termes, c'est parce qu'en fait, on a des problèmes de forme indéterminée. Donc très souvent, le x0, il va être au bord de l'ensemble de définition et le concept, ça va être de calculer la limite au bord. Et comme la limite au bord, on ne saura pas la calculer par des moyens usuels, eh bien on passera par les relations de comparaison pour enlever les formes indéterminées. C'est ça notre but, c'est d'enlever les formes indéterminées, mais de manière plus rigoureuse que les physiciens. Donc, première chose, les relations de comparaison. Alors, avant de parler de relations de comparaison, il faut expliquer une chose. Quand on néglige un terme, c'est toujours au voisinage d'un point. Toujours. Un terme n'est pas négligeable en soi. Il est négligeable dans un voisinage. Alors, c'est quoi un voisinage? Eh bien, je vais dire qu'une propriété portant sur une fonction est vraie au voisinage d'un point si elle est vraie sur l'ensemble de définitions inter autour de x0, sur un tout petit intervalle ouvert, x0 moins h, x0 plus h. J'appelle ça un voisinage, moi. Donc, évidemment, si x0 il est au bord de i, le problème, c'est que c'est un voisinage uniquement d'un côté ou de l'autre. D'accord? Voisinage à gauche si x0 est à droite de i, et voisinage à droite si x0 est à gauche de i. Donc, parfois, ce sont des voisinages uniquement d'un côté ou de l'autre. C'est ça qui donne les notions de limite à droite, limite à gauche, que vous connaissez déjà. Un voisinage de plus infini, c'est pareil. C'est un ensemble de la forme i inter, toujours i inter, parce qu'il faut travailler sur l'ensemble des définitions de f, m plus infini. Donc, je vous dis que je suis au voisinage de plus infini si je suis sur un intervalle ouvert qui contient l'infini, plus infini. Et pareil, en moins l'infini. Bon. Domination, prépondérance, équivalence. Donc, les définitions, c'est ça. On dit qu'une fonction petit f, elle est dominée par une fonction petit g au voisinage de x0 si petit f, c'est g fois une fonction bornée au voisinage de x0. Vous savez que ce grand O, M. Schrieve a dû l'utiliser pas mal lorsqu'il a fait de la complexité. Les informaticiens, ils disent f est de l'ordre de g. Il y a une petite nuance entre grand O et ordre, mais je n'en vous en parle pas ici. Donc, c'est pour dire que deux fonctions se comportent en un sens d'une certaine manière. Mais alors, il faut bien expliquer ce que ça veut dire d'une certaine manière. Dire que petit f est un grand O de petit g au voisinage d'un point, ça veut dire en fait, et c'est ça là, c'est comme ça qu'il faut toujours penser les relations de comparaison, si le quotient est borné au voisinage de x0.
Être borné, ça ne veut pas dire tendre vers 1, ça ne veut pas dire tendre vers 2, ça ne veut rien dire. Ça veut dire juste entre par exemple, entre moins 10 et 10. Donc, si vous avez deux fonctions au voisinage de 0, par exemple, et que leur rapport est compris entre moins 10 et 10, vous pouvez dire que l'une est un grand taux de l'autre. Donc, le grand taux, c'est quelque chose d'extrêmement imprécis. En maths, on n'aime pas trop. En informatique, on l'utilise souvent, parce que c'est bien pratique de dire que s'il y a n carré sur 2 ou n fois n plus 1 sur 2 multiplications, alors c'est un grand taux de n carré. En gros, on vire tous les termes négligeables et on dit en gros, le rapport entre n plus 1 sur 2 et n carré, c'est borné. Donc, ce n'est pas ça qui va changer l'ordre de la complexité de l'opération. Mais vous sentez que c'est super imprécis. Quand vous remplacez x plus 1 sur 2 par x carré, vous faites une erreur qui est énorme quand même. Mais en plus l'infini, on peut considérer en un sens que les deux fonctions, que l'une étant dominée par l'autre, eh bien, on peut considérer en informatique que ce sont des ordres similaires. Nous, on préfère en maths les deux relations qui vont suivre. Petit o et équivalent. Petit o, c'est comme grand O. Mais c'est que f s'écrit comme g fois une fonction qui tend vers 0. Donc ça veut dire que f, c'est g fois un truc tout petit. Donc f est négligeable devant g. C'est le mot qu'on utilise. Le premier, c'est f est dominé par g. Le deuxième, c'est f est négligeable devant g. On dit aussi g est prépondérant devant f. C'est pareil. C'est des mots réciproques. Ensuite, deux fonctions sont équivalentes si leur rapport tend vers 1. C'est-à-dire si l'une, c'est l'autre, fois une fonction qui tend vers 1. Alors ça, c'est le must. Ça, c'est le must. Parce qu'au moins, vous êtes sûr que le rapport tend vers 1, donc le comportement de l'une est vraiment qualifié par le comportement de l'autre. Donc, en général, pour voir si on n'est pas sur des fonctions usuelles, pour savoir si l'une est un grand O, un petit O ou équivalent de l'autre, eh bien, on fait un rapport. Rapport borné, grand O. Rapport tend vers 0, petit O. Et là, il y a une petite erreur de frappe que je corrigerai. Rapport tend vers 1, équivalent. D'accord? Pour l'instant, ça va? L'erreur, ça serait de faire des soustractions. Ce chapitre, c'est un chapitre de quotient, ce n'est pas un chapitre de soustraction. Vous allez voir que faire une soustraction, c'est totalement hors sujet dans tout ce qu'on va faire. Donc, tout va bien se passer avec les produits et les quotients, et ça va moins bien se passer avec les sommes. Alors, les propriétés des grands taux et des petits taux, elles sont un petit peu embêtantes, parce que le grand taux, le petit taux, c'est un peu une poubelle. C'est une poubelle dans laquelle vous ne savez pas trop ce qu'il y a. Et en fait, souvent, quand vous ajoutez des poubelles, vous mettez tout dans une poubelle, et puis à la fin, la poubelle, elle s'appelle toujours poubelle. Donc, on va se retrouver avec des situations complètement dingues d'un point de vue algébrique, où on va dire poubelle plus poubelle égale poubelle. En fait, ça va nous arriver très souvent, en développement limité, on fait tout le temps ça. Petit O de x plus petit O de x égale petit O de x. Alors, pourquoi on a le droit de faire ça? Bien parce que les petits O sont des fonctions qui ne sont pas bien définies. Ce n'est pas des objets, ce sont des classes. Petit O, ça peut désigner plein de choses, en fait. Toutes les fonctions qui sont négligeables devant ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Alors là, il y a des petits bugs. Alors là, il y a un petit bug, je vais le reprendre aussi, parce que j'ai essayé de faire du copier-coller, mais forcément, j'ai oublié des choses. Donc, dans les calculs de limite, il y a une propriété très simple, c'est que si une fonction est dominée par une autre, et si celle qui est dominée tend vers plus l'infini, alors la dominante, par minoration, aussi. Ça marche avec grand O, ça marche avec petit o aussi. Et bien sûr, si une fonction est négligeable devant une autre, si la fonction qui est donc négligeable tend vers plus l'infini, alors la dominante aussi. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire ici et je vais le reprendre. Propriété algébrique. Il y en a plein, mais je passe vraiment à l'essentiel. C'est les histoires de poubelles dont je viens de vous parler. Si vous avez une fonction qui est un grand O d'une autre, vous avez le droit de mettre un fois lambda dans le grand O, ça ne change rien. Parce que multiplier par lambda une fonction, ça ne change pas son ordre. Ni le grand O, ni le petit o. Parce que le rapport va toujours être borné ou va toujours tendre vers 0. Donc c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut le voir. Si un jour vous avez un grand O ou un petit o de 2x, vous avez le droit d'écrire grand O ou petit o de x. Le 2, vous pouvez le virer. Pareil si les fonctions sont négatives. En fait, s'il y a une fonction g qui change de signe, eh bien vous pouvez mettre des valeurs absolues. Autrement dit, vous pouvez toujours vous ramener à droite dans le grand O à une fonction plus simple, positive,
et qui n'a pas de multiplication par lambda devant. On peut encore simplifier. Le concept, c'est ça en fait. Ce qui va être le concept de la suite, c'est d'essayer de se dire que dans le grand O, je voudrais mettre que des fonctions de référence. Je voudrais mettre, pour faire simple, les polynômes, les logarithmes, les exponentiels, éventuellement les sinus, vous allez voir, mais en fait, même pas. En fait, vous allez voir qu'avec les polynômes, déjà, je vais être content. Mes polynômes, c'est mes briques. C'est mes briques de base des développements limités. Et c'est par rapport aux polynômes que je voudrais comparer toutes les fonctions. Autre propriété non exhaustive. Vous pouvez multiplier des grands taux et des petits taux. Donc, si une fonction est un grand taux d'une autre, et idem pour deux autres, alors leur produit est un grand taux du produit. Démonstration évidente en faisant le quotient. Alors, autre chose aussi, donc ça c'est un truc de physicien, c'est que quand vous avez une fonction, il manque des parenthèses ici, hein, quand une fonction est un grand taux d'une autre, et si une fonction h est un grand taux de la même fonction, alors leur somme aussi. Si vous réfléchissez en termes de domination et de négligeabilité, c'est logique. Ajouter deux fonctions négligeables devant une même troisième, ça conserve la négligeabilité. Quand je dis négligeable, je parle de petit taux. Et avec grand taux, ça marche aussi. Attention aux compositions. Alors ça, on va faire le moins souvent possible de composition, et c'est les développements limités, ça sert à ça. Il ne faut pas, de manière générale, composer les grands taux et les petits taux par des fonctions. Il n'y en a que deux pour lesquelles ça marche. C'est la fonction puissance, avec une puissance constante, qui ne dépend pas de x, et la valeur absolue. Ça, sinon, vous composez pas. Ne composez pas par les exponentielles. Les exponentielles, elles explosent les croissances comparées. Les logarithmes, ils écrasent les croissances comparées. Donc, si vous commencez à mettre des logarithmes et des exponentielles, vous faites n'importe quoi. Par exemple, regardez, c'est très simple. Je vous donne un exemple immédiat. Imaginez, donc, vous avez deux fonctions qui sont équivalentes. Donc, par exemple, en plus l'infini, vous avez que n et n plus 1, x et x plus 1 sont équivalents. Pourquoi? Parce que le 1, il est négligeable devant le x en plus l'infini. Donc, n'hésitez pas, je vais le dire juste après, mais n'hésitez pas à faire des choses comme ça. C'est l'intérêt des équivalents, c'est ça en fait. C'est de dire qu'en plus infini, le 1 il est négligeable devant le x, donc ciao. Alors je vous parle des équivalents, après je vais vous parler des grands taux, excusez-moi. Je vous parle directement des équivalents. Si je mets une exponentielle devant, j'ai un problème. Parce que regardez, ça c'est faux. Le rapport entre ça et ça tend vers E. Ça tend pas vers 1. Or, j'ai dit que deux fonctions étaient équivalentes si leur rapport tendait vers 1. Donc déjà, vous voyez sur cet exemple tout simple, vous n'avez pas le droit de composer les équivalents par exponentielle. Je pourrais vous faire le même coup avec les logarithmes. Et en fait, ça, je vous montre avec les équivalents, mais avec les grands taux, c'est pareil. Il faudrait regarder, je ne sais pas, regardez, x est négligeable devant x carré en plus l'infini. Est-ce que vous êtes d'accord? En plus l'infini, x est négligeable devant x carré. Imaginez, je mets des logarithmes. Si je mets des logarithmes, ça fait ln de x, et à droite, ça fait ln de x carré. Mais ln de x carré, ça fait 2 ln de x. Je pense que vous êtes tous d'accord que ça, c'est faux. J'ai composé par ln à droite et à gauche, mais ça, c'est faux. Parce que le rapport, là, est envers 2. Donc, en fait, ln de x est un grand taux de 2 ln de x. Donc, vous voyez que le petit taux, quand on a composé par ln, est devenu grand taux. Bon, quand on commence à voir ça, ça veut dire qu'il faut se dire une chose, on ne compose pas. Et justement, c'est parce que les grands taux et les équivalents fonctionnent assez mal avec les compositions qu'on va inventer les développements limités. Mais pour comprendre le développement limité, il faut d'abord avoir compris ce qui ne marche pas sur les fonctions, sur les relations de comparaison. Incompatibilité avec la somme, ça c'est fondamental, il faut faire très attention. Autant je vous ai dit qu'on pouvait multiplier des grands taux et des petits taux, mais vous n'avez pas le droit de les ajouter. Ça, c'est un truc super classique. Et on verra plein d'exemples où ça ne marche pas. Ensuite, ces relations de comparaison, vous les connaissez très bien, les physiciens les utilisent depuis très longtemps, et vous aussi. C'est ce que vous appelez des croissances comparées. J'ai utilisé ici une notation de physicien. Ce n'est pas une notation de matheux, ça. Mais c'est bien pratique ici pour faire une échelle. Il faut comprendre en petit taux, là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ln de x, c'est un petit taux de ln de x en plus l'infini. Etc., 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 etc. Et vous voyez que, mais je pense que intuitivement, vous captez le truc,
c'est de plus en plus fort là. C'est des fonctions de plus en plus fortes. Alors, on vous a fait croire peut-être un jour que l'exponentielle de x est la plus forte de toutes. C'est pas vrai. Hein. Par exemple, x puissance x est prépondérante devant l'exponentielle x. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez des questions qui apparaissent? Alors, je viens de vous parler très rapidement des grands taux et des petits taux. Pour les équivalents, j'ai déjà dit aussi beaucoup de choses. Vous allez voir que ça ressemble beaucoup, en termes de propriété algébrique, ça ressemble beaucoup aux problèmes qu'on a sur les grands taux et les petits taux. Alors, première chose, la relation d'équivalence, elle est réflexive, symétrique et transitive. Alors ça, c'est les propriétés des relations d'équivalence. Tout ce que vous appelez équivalent en mathématiques, ça doit être réflexif, symétrique et transitif. Réflexif, ça veut dire qu'une fonction est équivalente à elle-même. Symétrique, ça veut dire que si f est équivalente à g, alors g est équivalente à f. C'est comme la relation d'indépendance, par exemple, en proba. Transitif, ça veut dire que si f est équivalent à g et si g est équivalent à h, alors f est équivalent à h. Je ne vous l'ai pas dit, mais pour grand taux et petit taux, la transitivité est vraie. Par contre, la réflexivité et le caractère symétrique ne sont pas vrais a priori. C'est pour ça qu'on dit que, alors excusez-moi, j'ai laissé les suites, je le reprendrai, hein, c'est pour les fonctions, tout ça, mais en fait, je vous explique pourquoi il y a tout ça. C'est parce qu'en fait, moi, je fais d'abord les équivalences et les grands taux et les petits taux pour les suites, au mois de décembre. Au moins, ça permet de commencer à dégrossir le truc. Et puis, une fois qu'on l'a fait sur les suites, on l'a fait sur les fonctions. Donc ça, je vais le changer. Si vous remplacez simplement les suites ici là, par des fonctions, eh bien, tout ce que j'ai écrit est juste. Alors, ce qui est extrêmement important, c'est que deux fonctions sont équivalentes, ou deux suites sont équivalentes, si l'une est égale à l'autre, plus un petit taux de l'une. Autrement dit, c'est ce que font les physiciens, ça. Les physiciens, ils disent en gros que lorsqu'un terme est négligeable, eh bien on le vire et on remplace celui-là par celui-là. Enfin, plutôt UN par VN. Quitte à supprimer des termes qui sont dont on ne sait pas trop s'ils sont négligeables. Parce qu'être négligeable, comme je vous le répète, c'est vrai sur un tout petit voisinage. Mais si vous commencez à agrandir votre voisinage, ça peut devenir faux. À quelles conditions on peut approcher le pendule simple par l'oscillateur harmonique? Ma foi. Est-ce qu'un radian, c'est grand ou c'est petit? 0,5 c'est grand ou c'est petit? Je sais pas moi. En général, c'est 0,1 radian, on dit que c'est petit, mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas pourquoi c'est petit. Plus l'angle est petit, meilleure approximation est. Voilà. Attention, grosse erreur. Une soustraction vite envers 0, ça ne dit pas que des fonctions ou des suites sont équivalentes. C'est complètement faux. La soustraction, vous voyez la UN-VN, elle est juste négligeable devant UN. Mais si UN tend vers l'infini, vous ne pouvez rien dire. Donc, ce n'est pas en faisant une soustraction que vous saurez si des fonctions sont équivalentes. Ça, vous allez voir, c'est l'erreur classique qu'on fait quand on ne maîtrise pas le truc. Deuxième chose qu'il ne faut jamais faire, c'est écrire qu'une fonction est équivalente à 0. Alors ça, c'est la base aussi. C'est une erreur que des étudiants continuent à faire encore aujourd'hui, alors que ça fait 6 mois que je leur ai dit de ne pas la faire. Et pourtant, vous allez voir, ça va arriver très souvent que vous ayez envie de la faire. Mais vous n'avez pas le droit. Il ne faut jamais écrire ça. Pourquoi? Parce qu'équivalent à 0, c'est juste un aveu d'impuissance. Équivalent à 0, regardez si on revient à la définition. Une fonction est équivalente à 0 si le rapport de l'une à l'autre tend vers 1. Et comment est-ce que vous voulez que 0 sur une fonction tende vers 1? Mais il faut que la fonction soit nulle, et encore, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, en gros, il ne faut jamais l'écrire. Jamais. Les équivalents, comme les développements limités, vont avoir une utilité extraordinaire. C'est celle qui permet de calculer les limites. Parce que si deux fonctions ou si deux suites sont équivalentes, alors elles ont même limite. Et si elles convergent, si elles ont une limite. Hein. Enfin, en gros, elles ont même nature. Donc, ou elles divergent toutes les deux, ou elles convergent vers la même limite, ou elles divergent vers plus l'infini, toutes les deux, ou vers moins l'infini, toutes les deux. Donc c'est formidable parce que ça permet effectivement de supprimer des termes et de simplifier la tâche pour enlever des formes indéterminées. Pour les équivalents, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les multiplier et les diviser, on peut les composer par une puissance fixe, par la valeur absolue, et c'est tout. Tout le reste, vous oubliez. Vous ne pouvez pas composer par les exponentielles et les logarithmes, vous ne pouvez pas ajouter des équivalents. Alors, quand même, sur les équivalents, on peut dire deux petites choses sur l'addition d'équivalents. Regardez, si deux fonctions sont équivalentes, si celle que vous ajoutez ici, elle est négligeable devant G, alors évidemment que ce que je viens d'écrire est juste. Là, je n'ai pas ajouté des équivalents, vous voyez.
j'ai dit que ce terme-là, là, comme il est négligeable, je peux le virer ou le mettre, ça ne change rien à l'équivalent. Et si jamais la fonction h, elle est un grand taux de f, ou même si elle est équivalente à lambda f, regardez ce qui se passe. Si j'avais envie d'ajouter à droite et à gauche, ça donnerait quoi? Ça dirait que f plus h est équivalente à g plus lambda f. Donc, puisque f est équivalent à g, ça correspond à dire g plus lambda g. Et bien là, il peut y avoir un problème. C'est que si jamais le lambda il est différent de moins 1, ce que je viens de dire est juste. Ce que je viens de dire est juste. Vous avez le droit de dire que la somme des deux fonctions est équivalente à effectivement la somme des équivalents. Pourquoi vous avez le droit de le faire? Parce que le rapport tend vers 1, mais surtout parce que ce truc-là, il ne vaut pas 0. Et en général, dans les bouquins, on essaie de vous interdire de faire ça, parce que si lambda vaut moins 1, c'est complètement faux, parce que vous allez écrire équivalent à 0. Et ça, c'est interdit. Donc, de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas ajouter des équivalents, sauf si une des fonctions est négligeable, auquel cas elle est amovible, ou si les fonctions ont des ordres identiques, mais sous une condition importante, c'est qu'on ne tombe pas sur un équivalent à 0. Vous avez le droit de dire que racine de n plus racine de n est égal à 2 racines de n, donc est équivalent à 2 racines de n. Donc vous avez le droit d'ajouter, vous voyez, les racines de n moins racine de n plus 1, par exemple, attention, c'est une catastrophe. Racine de n moins racine de n plus 1, en plus infini, vous ne pouvez pas en donner un équivalent de manière simple. Et pour s'en sortir, en général, on passe par les développements limités. Ce qu'on fait tout le temps, par contre, dans les équivalents qu'on utilise tout le temps, et je le mets en exemple ici, c'est qu'un polynôme en plus infini est équivalent à son terme de plus haut degré. Ça vous permet, par rapport à la terminale, de gagner du temps en termes de rédaction. Parce que vous vous rappelez qu'en terminale, quand vous voulez calculer les limites, par exemple de quotient de polynôme, vous vous rappelez comment vous faisiez? Vous factorisez par les termes de plus haut degré, d'accord? Et puis après, les termes qui sont factorisés, là, après, en général, ils tendent vers des valeurs finies. Vous barrez, vous simplifiez les coefficients dominants, et puis vous enlevez la forme déterminée. Avec les équivalents, c'est beaucoup plus simple. Vous aurez le droit d'écrire des choses comme ça. X carré plus ln de x plus x moins 1 divisé par, je sais pas moi, moins x cube plus 3x carré moins x plus 3. Quand vous voyez ça, en plus l'infini, si je vous demande de trouver la limite, vous savez ce que vous faites? Vous barrez tout et vous gardez que les termes prépondérants. Vous dites là-haut, le terme prépondérant, c'est lui. En bas, le terme prépondérant, c'est lui. Donc je vire tout, je barre, et j'écris équivaut à x carré sur moins x cube, en plus infini. Et donc j'en déduis équivalent, en plus infini, à moins 1 sur x. Ça y est, j'ai trouvé la limite. C'est 0. Donc c'est beaucoup plus rapide qu'en terminale. Donc c'est pour ça que je vais vous dire, la semaine prochaine, quand on va faire les séries, il y a des gens qui vont oser utiliser les équivalents, ce qui fait qu'ils vont gagner un peu de temps. Si vous ne connaissez pas les équivalents et que vous faites des développements limités, là, vous allez devenir fou. Parce que faire le développement limité de ça, ça va vous prendre un temps important. D'accord? Donc, je n'ai rien démontré, évidemment. Donc, en fait, je vous ai dit en début de séance qu'on allait donner de la rigueur aux physiciens. En fait, si vous regardez bien, il faut me croire sur parole. Tout ce que je vous raconte, je ne vous l'ai pas prouvé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on essaie, en tout cas, les objets sont définis. Ça, c'est sûr. Maintenant qu'ils sont définis, il faudrait faire plein de preuves pour s'assurer que tout ce que je vous ai dit est vrai. Ok, alors, les développements limités, on y va. On y est. Donc, le concept, on l'a compris, c'est de faire en sorte de simplifier une fonction exotique en une fonction plus simple. Et comment on va dire simplifier? Eh bien, en fait, on va essayer de trouver un équivalent de la fonction f au voisinage d'un point. Et on va essayer de faire en sorte que la nouvelle fonction, elle soit plus simple que la précédente. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une fonction simple? Je ne sais pas. Une fonction simple, c'est une fonction usuelle. Ou c'est une combinaison linéaire de fonctions usuelles. Pour les développements limités, les fonctions usuelles que vous obtiendrez à la fin seront toujours des polynômes. Le concept, il est toujours de se débrouiller pour qu'une fonction soit équivalente à un polynôme.
Mais le problème, c'est que les équivalents, ils ont des propriétés algébriques un peu désagréables par moment, vis-à-vis des compositions, par exemple. Donc, on va inventer une notion plus précise que les équivalents, qui s'appelle le développement limité. Et ce développement limité, il va fonctionner avec une égalité. C'est plus une vaguelette, c'est un égal. Et cet égal, il change tout. Parce que si on le note égal, c'est qu'il doit avoir des propriétés plus fortes que l'équivalent. Et bien, c'est ce que je vais vous raconter. La première chose qu'on fait quand on va faire un développement limité, c'est déjà se dire en quel point on est. On fait exactement comme les physiciens. On commence d'abord par voir si on est capable de se ramener en zéro. Vous allez voir que si on n'est pas en zéro, on s'y ramène coûte que coûte. Par des translations, vous allez voir. Donc, on commence d'abord par définir ce que c'est qu'un développement limité en zéro. Un développement limité en zéro, c'est ça. Vous avez grand I qui contient 0, ou bien 0 qui est au bord de I. Et bien, vous dites que f, une fonction, elle admet un développement limité en 0 à l'ordre n. Si on peut trouver un polynôme Pn qui est de degré n au maximum, de degré inférieur ou égal à n, et si on peut trouver un petit voisinage de 0, autour duquel f puisse être remplacé par Pn plus un petit taux de quoi? Plus un petit taux de la plus grande puissance de Pn. Parce que comme on est en 0, plus les puissances de x sont grandes, plus le terme il est petit. Donc petit taux de x puissance n, c'est un peu comme une petite poubelle dans laquelle vous allez mettre tous les termes qui sont de l'ordre de x puissance, qui sont négligeables devant x puissance n. Donc en général, ce sont tous les gens du type x puissance n plus 1, x puissance n plus 2, toutes les x puissances strictement plus grandes que n. Tout va pouvoir rentrer là-dedans en fait. C'est pour ça que j'appelle ça une poubelle. Pn va s'appeler la partie régulière du développement limité. Et je rappelle que petit taux d'x puissance n, ça veut dire x puissance n fois un truc qui tend vers 0. Si on n'est pas en 0, on se ramène en 0. Ça, je pense que vous avez dû le faire avec M. Béjian. C'est-à-dire quand vous voulez trouver une limite en 3 ou en 4, très souvent on fait un changement de variable. Si x tend vers x0, on pose x égale x0 plus h, où h il est tout petit. On aime les choses petites. Hein. On aime les choses tout petites parce que les toutes choses toutes petites, elles tendent vers 0. Et 0, il est absorbant. Il a une propriété très forte, 0. Les matheux, ils adorent 0. Donc, pour se ramener en 0, eh bien, on va faire quoi? On va simplement poser x égale, si on est en A, je suis en A ici, oui. Si je suis en A, si A appartient à I, ou au bord de I, on va poser x égale A plus H, où H est tout petit, et poser x égale A plus H, ça revient à écrire H égale x moins A. Donc en fait, je recopie la définition du développement limité, mais à la place de x, là, ici, regardez, je mets x moins A. Un développement limité en A, c'est simplement un développement limité avec un polynôme dans lequel, ici, la variable tend vers 0. On veut toujours que ce qu'il y a dans le petit taux tende vers 0. Parce que si ce qu'il y a dans le petit taux ne tend pas vers 0, on ne le contrôle pas. Être un petit taux de 10, ça veut dire être négligeable devant 10. Et c'est pas précis, vous voyez. Alors, être négligeable devant un truc qui tend vers 0, ça veut dire que vous allez très vite vers 0. Et plus vite vers 0 que l'objet qui est dans le petit taux. Vous voyez le truc? Donc, c'est pour ça qu'on va faire des exemples tout à l'heure. On commence toujours d'abord par faire plein d'exos avec des développements limités en 0. Et puis, une fois qu'on sait faire en 0, après, c'est une formalité. Parce que lorsque vous n'êtes pas en 0, vous faites un changement de variable et vous êtes en 0. Monsieur? Oui. Juste, là, j'ai pas très bien compris. Pn de x moins a, c'est x qui tend vers a quand... Ouais. Ok, du coup, en fait, on fait tout tendre vers 0 Ouais. en faisant tendre x vers a. Ouais. Ok. Ouais, c'est le concept. Parce que tu vas poser x égale a plus h, comme ton x il tend vers a, tu vas poser x égale a plus h, avec h qui tend vers 0. Donc tu vois que ça fait h égale x moins a. Et bien en fait, tu vas faire ton développement, quand tu vas poser x égale a plus h, tous les x ils vont disparaître dans ton calcul, il va y avoir plus que des h. Et ce petit h, vous êtes tous d'accord qu'il tend vers 0 si x tend vers a. Donc, ce h qui vaut x moins a, c'est ma nouvelle variable. Donc, je vais faire un développement limité avec h jusqu'au bout. Et à la toute fin, je remplacerai les h par x moins a. C'est pour ça que dans la définition, il y a des x moins a partout. Tu comprends mieux? Ok, c'est bon, j'ai compris. Du coup, en fait, le h nous permet de faire le développement limité en 0, vu qu'on sait faire tout Exactement. ça.
Voilà. Parce qu'en 0, on va avoir des milliards de formules, alors qu'en A, on n'a aucune formule. Et en plus l'infini, on fait exactement le même truc. Je ne ménage pas le suspense. Quand vous êtes en plus l'infini, si vous voulez vous ramener en 0, vous posez x égale 1 sur h. Donc regardez la définition, bah, c'est la même. Sauf que ici, vous allez avoir des polynômes en 1 sur x, et ici en petit o en 1 sur x, puissance n. Voilà. Maintenant qu'on a compris la définition de développement limité, on admet les trois propositions qui vont suivre, à savoir, si vous avez un développement limité à un certain ordre, alors vous avez un développement limité à un ordre moindre. Pourquoi? Parce que vous avez un polynôme de degré n en partie régulière. Et vous savez que les termes qui sont à droite, c'est les termes les plus faibles. Plus vous avancez dans le développement limité, plus vous avez des termes qui sont précis. Vous gagnez en précision. Plus vous augmentez l'ordre d'un développement limité, plus il est précis. Donc plus vous êtes exigeant. Et souvent, les physiciens, ils ne sont pas très exigeants, ils s'arrêtent à l'ordre 1 ou à l'ordre 2. Ils ne vont pas plus loin. Donc, tout ça pour vous dire que si vous avez un développement limité à l'ordre n, vous avez un développement limité à l'ordre moindre. Vous perdez en précision. Voilà ce que je dis. Et comment on fait? On fait une troncature. Quand vous voulez abaisser l'ordre d'un développement limité, vous prenez les termes qui sont au bout et hop, bah vous les virez, vous les foutez dans la poubelle. Et votre poubelle, par contre, elle change d'ordre. Elle était à l'ordre n, elle passe à l'ordre p. Ensuite, si deux fonctions sont différentes, elles peuvent avoir un même développement limité d'ordre n. Donc il faut faire attention, il n'y a pas de bijectivité entre l'ensemble des fonctions et l'ensemble des parties régulières. C'est très simple à voir. Enfin, je veux dire, vous prenez, je sais pas moi, vous prenez x et x plus x carré. Je ne sais pas si vous voyez, mais x et x plus x carré, ils ont le même développement limité à l'ordre 1. Parce que x est égal à x plus petit o de x en 0, hein, en 0. Et x plus x carré, comme x carré est négligeable, x plus x carré, c'est x plus un petit o de x. Vous voyez que x et x carré plus x, ben, ils ont le même développement limité en 0. Et pourtant, ils ne sont pas égaux. Si vous tracez ces deux fonctions, vous savez qu'elles ne se ressemblent pas du tout. Enfin, elles ne se ressemblent pas du tout, elles se ressemblent un peu quand même. Si je les représente, quand même, il y a une similitude entre ces fonctions. Si je fais x et x plus x carré, ben, regardez, là, l'approximation est complètement folle, mais quand je zoome, ah ouais, quand je zoome quand même, ah ouais, c'est quand même pas mal. Ben, c'est ce qu'ils disent les physiciens, quoi. Les physiciens, ils disent bon, ben, que quand x il est suffisamment petit, ben, vous voyez, remplacer l'un par l'autre, c'est pas grave. C'est relativement précis. Donc, évidemment, on perd beaucoup d'informations quand on fait un développement limité. On perd la fonction de vue. On ne sait plus quelle est la fonction. Mais on simplifie la chose. Rassurant, lorsque vous allez faire un développement limité à l'ordre n en A, vous allez tous obtenir le même résultat. Imaginez sinon pour corriger la catastrophe. Ça se démontre assez aisément. Autre chose d'hyper importante. Si une fonction est paire, alors la partie régulière du développement limité va aussi être paire. Vous allez voir dans tous les exemples qui vont venir, qu'on va écrire dans quelques minutes, dans toutes les fonctions usuelles, elles ont des développements limités de la même parité que la fonction. Et peut-être que ça va vous expliquer peut-être plus précisément pourquoi on disait paire. Quand on dit qu'une fonction est paire, le mot paire, il a une polysémie. Parce que paire, vous savez qu'en général, c'est utilisé pour les entiers. 2, 4, 6, 8. Et quand on dit qu'une fonction est paire, en fait, le fait que son développement limité soit paire, ça veut dire que le polynôme, il est paire. Et un polynôme n'est paire qu'à condition que toutes les puissances de ces monômes soient paires. Donc ça y est, il y a un lien entre la parité d'une fonction et la parité d'un entier. Comprenez le truc? Et pareil pour un paire. Voilà. C'est assez pratique de le savoir, ça, parce que ça vous permet, quand vous apprenez le développement limité, il va y en avoir une dizaine, 7 ou 8 à apprendre. Il faut trouver des moyens mnémotechniques pour s'en souvenir. Donc si vous avez ça dans la tête, ça vous permet de vous dire, oh là là là, alors, la fonction sinus, elle est impaire. Ah, donc, j'ai que des termes de puissance impaire. Ça vous permet de commencer à simplifier, à trouver des moyens mnémotechniques de remémoration. Alors, une toute petite partie théorique, et après on passe, promis, au calcul. Donc, existence du développement limité. Il y a un théorème central de sup, et pas de sup, des maths de manière générale, c'est le théorème de Taylor. Alors, les formules de Taylor, il y en a de nombreuses. Taylor, c'est un mathématicien des années du XVIIe siècle, et en fait, il a conjecturé qu'une fonction pouvait être approchée par un polynôme. C'est lui, en fait, qui a inventé les développements limités. Mais son problème, c'est qu'il n'avait pas bien expliqué
ce qui restait. La poubelle, il s'en foutait un peu en fait. Lui, il faisait comme les physiciens, il mettait environ égal, et puis le petit taux, limite, mais il mettait égal parfois. Donc là, c'est la cata. En maths, on ne mettra jamais. Si on met égal, on a besoin, nous, d'avoir un petit taux à la fin. Si vous oubliez le petit taux, vous trouverez peut-être un résultat qui vous paraîtra juste, mais celui qui va vous lire, il va tout barrer. N'oubliez pas le petit taux. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Taylor? Taylor, il s'est rendu compte des deux choses assez classiques. C'est que, par exemple, quand on prend l'exponentielle, alors je ne suis pas sûr que ce soit l'exponentielle qui ait travaillé en premier, parce que l'exponentielle venait d'exister. Bon. Alors, nous, on va le faire sur l'exponentielle parce que c'est classique. Donc, je dézoome. L'exponentielle, vous voyez qu'elle n'est pas du tout similaire à x en 0. Pourquoi? Parce que l'exponentielle de x tend vers 1 en 0. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, première approximation complètement imprécise. Alors, ça, il n'aime pas. Je sais qu'il n'aime pas. Bon, alors, 1, ce n'est pas une bonne approximation. Par contre, vous savez, en terminale, on vous l'explique, 1 plus x, c'est une approximation meilleure. On n'écrira pas que exponentielle x est équivalent à 1 plus x. On écrira que exponentielle x, il est équivalent à 1. Mais vous êtes d'accord que 1, c'est très imprécis. X, c'est un terme correctif. Donc, ce qu'a dit Taylor, c'est que exponentielle x, c'est 1 plus x plus des choses qui sont petites. Et il s'est questionné de savoir c'était quoi ces choses. Et donc, il a essayé des termes, et il a fait des intégrations par partie. Et grâce à des intégrations par partie, il a réussi à démontrer que le terme qui suivait, ça ressemblait à un polynôme. Mais regardez, c'est pas x carré. Je sais pas si je sais pas, ça se voit pas très bien, tu me diras là-dessus. Hein. On ne se rend pas compte que x carré n'est pas bon. Mais on peut s'en rendre compte, vous savez comment? En faisant la soustraction. Si ici, je m'amuse à soustraire, regardez, je soustrais à l'exponentielle son équivalent. Regardez ici comme l'approximation, enfin, on peut faire mieux, quoi. On peut faire mieux que ça. Il s'est rendu compte, alors même, vous savez comment on peut s'en rendre compte qu'on peut faire mieux? C'est que le rapport ne tend pas vers 1. Moi, je dis que ça, c'est pas équivalent à ça. Je vais faire le rapport. On regarde ensemble si on fait le rapport. Je prends ça et je le divise par x carré. Regardez. La catastrophe. Le rapport, il tend vers 0,5. Ah, il tend vers 0,5. Donc, si le rapport entre les deux tend vers 0,5, c'est-à-dire que la fonction du haut, elle est équivalente à 0,5 fois la fonction du bas. Vous comprenez le truc? Il faut toujours que vous pensiez ce genre de choses. Quand vous voyez ça, quand vous voyez f sur g tend vers 0,5, il faut que vous ayez le désir. Voilà. Il faut que vous ayez le désir de faire passer le g de l'autre côté. Vous avez envie de le faire passer de l'autre côté. Vous n'avez pas le droit parce que c'est une limite. Eh bien, cette flèche, elle devient un équivalent. Dire que f sur g tend vers 0,5 lorsque x tend vers x0, ça s'écrit en maths. F de x est équivalent à 0,5 fois g de x lorsque x tend vers x0. Pour avoir envie de faire ça, il faut que ça vous paraisse évident. L'équivalent, il permet de virer la limite et de la remplacer par un opérateur sympathique. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je suis en train de vous dire que l'exponentielle, elle est équivalente à 0, pardon, l'exponentielle moins 1 moins x, elle est équivalente, l'exponentielle de x moins 1 moins x, elle est équivalente à x carré sur 2. Et bien maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer le 1 plus x de l'autre côté, et on explique que être équivalent à x carré sur 2, ça veut dire être égal à x carré sur 2, plus des termes qui sont tout petits devant x carré. Et bien maintenant, le développement limité, il marche très très bien. Alors ça, il faut qu'on l'admette aussi. Un développement limité marche très bien vis-à-vis de la somme. Vous allez avoir le droit d'ajouter des développements limités. Autrement dit, le moins 1 moins x, vous avez le droit de faire passer de l'autre côté. Ce qui signifie que exponentielle x, il est égal à 1 plus x plus x carré sur 2 plus un petit taux de x carré. Vous voyez que j'ai trouvé que l'exponentielle était égale à un polynôme de degré 2 plus un petit taux de x carré. Je viens de trouver un développement limité. De manière empirique, bien sûr. Bon, et Taylor, il n'avait pas d'esmos. Hein. Donc, en gros, voilà où on en est. L'exponentielle, elle peut être approchée, si on veut gagner un terme correctif, par ça. Non, pas par ça. Voilà. Alors, sur une figure, ça ne se voit pas bien. Hein.
on ne voit pas trop bien ce qu'on a gagné. Ici, on ne voit pas très bien ce qu'on a gagné par 2 sur 2. Mais c'est par le petit raisonnement que je viens de vous montrer qu'on comprend pourquoi il faut 1 sur 2. Eh bien, Taylor a démontré qu'après, ça continuait, mais ce n'était pas x carré sur 3, malheureusement. C'est x carré sur 3 factoriel. Et regardez ce qui se passe, ce qui est assez génial, c'est que plus on augmente l'ordre du développement limité, plus la courbe bleue, qui est la courbe polynomiale qu'on obtient, elle est proche de l'exponentielle. Vous vous rappelez? Alors Desmos, il marche très bien avec les sommes. Je ne sais pas si vous avez déjà, si vous utilisez Desmos. Vous allez là, vous allez dans Function, vous avez ici, hop, c'est derrière, c'est divers, je crois. Voilà, vous avez un sigma ici. Vous pouvez dire sigma, on va le faire la semaine prochaine, ça. Hein. Donc sigma de n égale 0 à 3 de x puissance n sur n factoriel. Regardez, hop, je cache. Donc, voilà où on en est. Quand n vaut 1, vous avez l'approximation de terminale. Excusez-moi. Quand n vaut 1, vous avez l'approximation de terminale. Quand n vaut 2, vous avez l'approximation d'ordre 2. Quand n vaut 3, regardez comme on gagne. Quand n vaut 4, regardez ce qu'on gagne à chaque fois. Quand n vaut 10, regardez comme c'est magnifique. L'exponentielle ici et la courbe polynomiale sont totalement confondues. Il faudra aller très très loin pour commencer à avoir une différence. Par contre, là, c'est moche. En fait, le voisinage d'approximation de développement limité, il est en train d'agrandir. Il s'agrandit, 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 mais on ne sait pas jusqu'où il va s'agrandir. Et si je vais jusqu'à 30, ici par exemple, il met du temps en général pour le faire, ça. Il finit par y arriver. Comme votre polynôme il est pair, vous savez pertinemment qu'il va finir par tendre vers plus l'infini, en moins l'infini. Donc il ne ressemblera pas à l'exponentielle. Mais regardez quand même, je suis à moins, jusqu'à moins 11, c'est une bonne approximation. Eh bien, c'est ça, les contemporains de Taylor, c'est ça qu'ils ont fait. Taylor, lui, il s'est juste occupé de ces espaces en zéro. Et tous les contemporains, donc Taylor-Young et Lagrange en particulier, ils n'ont pas été les seuls, McLaurin, ils ont été très nombreux, ils ont essayé d'expliquer ce qu'il y avait dans le résidu, dans le reste. Ce qui reste, c'est une intégrale. Je vous en parlerai à la fin de l'année quand on se verra à la fin du mois de juin. La formule de Taylor-Young, elle est moins précise que la formule de Taylor avec reste intégral. Elle se démontre par une récurrence. C'est un petit peu délicat à faire, avec aussi l'inégalité des accroissements finis. Et elle dit quoi? Eh bien, elle dit ça. Elle dit que toute fonction s'approche si elle est n fois dérivable. Donc là, on va l'écrire dans 2 minutes, ce théorème. Il faut qu'on l'écrive parce qu'il est hyper important. Donc, une fonction n fois dérivable en A, elle vérifie, elle admet toujours un développement limité en l'ordre n. Il est comment ce développement limité? Eh bien, c'est écrit comme ça. f de x égale f de a, approximation de l'ordre 0, plus f' de a fois x moins a, approximation de l'ordre 1. Vous repérez quelque chose ici? C'est la formule de la tangente. Exactement. C'est l'équation de la tangente. Y égale f de a plus f' de a fois x moins a. À partir de maintenant, les équations de tangente, essayez de les écrire dans cet ordre. Parce que souvent en terminale, vous la retenez en l'autre sens. f' de a fois x moins a plus f de a. Pas grave. Mais en fait, il vaut mieux la prendre dans cet ordre-là, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous avez une approximation linéaire, et derrière le f' de a fois x moins a, vous avez un terme d'ordre 2, qui est plus petit, qui est négligeable devant le terme d'ordre 1. Et ce terme d'ordre 2, Taylor a démontré, en tout cas a conjecturé, sa preuve elle n'est pas très rigoureuse, que le terme d'ordre 2, c'était celui-là. Et vous voyez, en fait, il y a toujours des factoriels là. Il y a une dérivée seconde et il y a des factoriels. Et à l'ordre n, évidemment, eh bien, la formule générale, c'est dérivée nème de f en a fois x moins a puissance n sur factoriel n. Et il ne faut surtout pas oublier ça, et c'est ça que Jung a fait. Il a expliqué que ce petit o, il avait bien un sens, il était véridique. C'est la poubelle des développements limités. Et comme je vous ai dit très souvent, quand on est en a, on se ramène en 0. Donc je pose maintenant x égale a plus h. Et en posant x égale a plus h, vous avez une deuxième formule de Taylor, c'est celle-là, qui vous permet d'affirmer, corollaire, que toute fonction qui est n fois dérivable admet un développement limité à l'ordre n, en A, est un petit peu plus fort. Si vous avez devant vous une fonction de classe Cn, donc toutes les fonctions qu'on manipule depuis le début de l'année, les fonctions usuelles, elles sont toujours de classe C infinie sur leur ensemble de définitions, en gros, à part arccos et arcsin et racine carrée et valeur absolue, toutes les autres, elles sont magnifiquement de classe C infinie. Ça veut dire que grâce à Taylor-Young,
on va avoir plein de formules magiques, ce qu'on appelle les développements limités usuels des fonctions usuelles. Et ces développements limités, il va falloir les apprendre par cœur parce qu'il n'est pas question que vous passiez votre temps à appliquer Taylor-Young pour les retrouver. C'est trop long. Voilà. Alors, j'ai sauté le petit 1. Je n'en parlerai pas trop avec vous, mais en gros, attention, vous avez remarqué que Taylor-Young, c'est une implication. Si je suis n fois dérivable, alors j'admets un développement limité. Mais si j'admets un développement limité, je ne vous ai jamais dit que vous êtes n fois dérivable. Eh bien, l'équivalence n'est vraie que pour n égale 0 et 1, sous la condition de la définition en A. Bon, je passe, on ne s'en servira pas dans le chapitre qui va venir. Ok, voilà pour le cours express. À partir de la suite, c'est quoi? Ce ne sont que des techniques de calcul. Donc, on prend un cours, on prend une feuille, et on va faire un petit cours par compétence comme j'ai l'habitude de faire, et vous êtes habitués maintenant. Donc, ce que je vous encourage à faire, déjà, c'est absolument écrire la formule de Taylor-Young, et vous la fluotez, parce que cette fiche, là, ce que vous allez écrire là, c'est la fiche qu'il va falloir apprendre par cœur. Cette fiche, c'est un truc que vous devez connaître sur le bout des doigts pour la rentrée de septembre. Moi, je vais vous donner des exos à faire. Je vais voir Madame Convar. À partir du 15 août, je vais vous demander de bosser. Donc, en fait, vous allez faire plein de développements limités. Et puis, à la rentrée, on se retrouvera. Vous retrouverez Madame Convar. Et on corrigera les développements limités. Mais pour ça, il faut que vous ayez votre fiche de développement limité qui soit dans la tête comme si c'était votre biberon. Voilà. Vous vous nourrissez au développement limité. Bon. Alors, je regrette, ça arrive trop tard parce que vous êtes un petit peu grand maintenant pour prendre le biberon. Voilà, donc, il n'est jamais trop tard quand même. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Formule de Taylor-Young. Admise. C'est une preuve par récurrence. Allez-y, écrivez donc les deux versions, la version en A et la version en 0. Vous allez voir que très souvent, je prendrai A égale 0. Hein. Donc, tout ce qui va suivre, A égale 0. Je vous la laisse écrire et puis ensuite, on écrit les développements limités usuels. Voilà, donc on a tous écrit la formule de Taylor-Young. Et maintenant, on applique cette formule-là pour A égale 0, pour tout n, et pour toutes les fonctions usuelles. Vu qu'on a admis Taylor-Young, mais maintenant on peut l'appliquer dans des cas particuliers pour toutes les fonctions qu'on connaît. Dans les fonctions qu'on connaît, c'est quoi? Eh bien, je vous en propose pour commencer 4. L'exponentielle, le cosinus, le sinus. Je commence par ces 3 parce que vous allez voir que les développements limités se ressemblent. Alors, vous savez très bien que lorsque vous dérivez une exponentielle, toutes ces dérivées successives, c'est l'exponentielle elle-même. Donc, si vous appliquez la formule qui est là, ça donne, pour a égale 0, exponentielle x égale exponentielle de 0, 1, plus exponentielle prime en 0, 1, fois x moins 0, x, plus 1 fois x carré sur 2. Ah ben voilà, on a compris. Le développement limité de l'exponentielle, c'est 1 plus x carré sur 2 factoriel. Et attention, n'oubliez pas le factoriel, il y a souvent des factoriels. Et après x3 sur 3 factoriel, donc 6, x4 sur 24, plus point, point, point. Et le nème, c'est celui-là. C'est le terme générique. Je vous ai mis dans la fiche ici les développements sous forme linéaire. Évidemment, à côté, ce serait bien que vous écriviez, faites-le, au fur et à mesure, à chaque fois que vous écrivez votre développement limité, vous écrivez son résultat sous forme sigma. Et on corrige ça dans quelques secondes. Pour le cosinus, eh bien, vous allez voir que le cosinus étant pair, ses puissances dans le développement limité sont toutes paires. Et alors là, il y a un petit truc, c'est que quand vous dérivez un cosinus, vous obtenez moins un sinus. Et quand vous dérivez moins un sinus, vous obtenez moins un cosinus. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un terme sur 2 qui va valoir 0, parce que sin de 0, ça fait 0. Mais attention, le terme d'après, il a pris en moins à cause de la dérivée seconde. Quand vous dérivez 2 fois un cosinus, vous obtenez moins un cosinus. C'est pour ça qu'il y a un moins. Puis la dérivée troisième, en 0, elle va être nulle. Et puis la dérivée quatrième, elle redevient plus. Donc le développement limité du cosinus, c'est une alternance de termes du développement limité de l'exponentielle. Mais attention, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. D'où le terme générique ici. Pour le sinus, même raisonnement. Plus, moins, plus, moins, plus, moins, mais avec des puissances impaires.
Donc, voici où on en est. On a donc les développements limités usuels. Il faut que vous connaissiez parfaitement exponentielle, cosinus, sinus, sous forme développée ou sous forme de sigma, comme indiqué ici. Hop. Voilà, mettez sur pause si vous voulez les écrire plus avant. Donc, on repère que quand il y a des factoriels au dénominateur, on peut avoir 4 formules particulières. Mais, vous avez remarqué que pour la quatrième, il y a des factoriels, et dans les cas particuliers, les factoriels peuvent disparaître. En particulier, regardez pour 1 sur 1 plus x, qu'il faut connaître sur le bout des doigts, vous n'avez plus de factoriel du tout. Parce que, en fait, la raison, c'est que quand alpha vaut moins 1, eh bien, ici, quand vous allez avoir moins 1, là, vous allez avoir moins 1 fois moins 2, puis après, vous allez avoir moins 1 fois moins 2 fois moins 3. Vous voyez apparaître des factoriels? En fait, les factoriels vont manger les factoriels. C'est pour ça qu'elles ont disparu dans la formule finale. La plus facile à retenir, c'est la jaune. Hein. Alors, elle vient en fait des sommes géométriques. En fait, celle qui vient des sommes géométriques, c'est celle-là surtout. Parce que vous voyez apparaître une somme géométrique ici? Vous voyez que la somme des x puissance k, vous savez tous que la somme des x puissance k, pour k allant de 0 à n, c'est 1 moins x puissance nombre de termes sur 1 moins x. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand j'en suis là, si je coupe cette fraction en deux, j'obtiens 1 sur 1 moins x est égal à ça, plus x puissance n plus 1 sur 1 moins x. Et ce x puissance n plus 1 sur 1 moins x, c'est très facile de démontrer que c'est un petit taux d'x puissance n. Ce que je viens de vous montrer ici en une ligne, c'est la preuve sans Taylor-Young de la formule bleue. Et une fois que vous avez la formule bleue, eh bien, si vous remplacez x par moins x, ça vous donne la formule jaune. Par contre, la formule qui est ici, où j'ai remplacé alpha par 1,5, vous êtes obligé d'appliquer la formule de Taylor-Young pour la retrouver. Les physiciens, ils aiment bien en général, hein, quand ils veulent linéariser une racine carrée, ils remplacent souvent racine de 1 plus un truc petit par 1 plus 1,5 de x. Mais attention, et donc ils virent tout ça, ils ne s'en servent même pas. Mais attention, il faut que x soit petit. Hein. Pour le sinus, regardez, je n'ai pas parlé des physiciens. Vous savez, les physiciens, ils font souvent ça, non? Ils disent que sinus x, c'est comme x quand x est petit. Mais on le retrouve ici. Mais nous, on est plus fort. Alors, j'ai vu des sujets de concours, vous verrez l'année prochaine en physique en particulier, où souvent, l'exponentielle, pour l'approcher, on a besoin d'au moins 3 termes. Hein. Il ne faut pas croire que les physiciens ne font que des approximations d'ordre 1, hein, ce n'est pas vrai. Si on applique maintenant Taylor-Young à Ln, alors encore une à apprendre qui n'a rien à voir. C'est cette formule-là. Alors, pour la retenir, le moyen mnémotechnique, c'est d'intégrer la formule jaune. La formule jaune, vous la connaîtrez tellement bien que normalement, vous allez tellement l'appliquer, vous allez voir, que l'intégrer, ça va être une formalité. Donc, intégrer 1 en x, intégrer x en x carré sur 2, intégrer, etc., etc., etc. Vous remarquez que puisque le logarithme provient d'une intégration de développement limité sans factoriel, alors le développement limité du Ln n'a pas de factoriel. Donc ça y est, on est dans une nouvelle type de famille. Il y avait la famille des fonctions des développements limités avec factoriel, et puis maintenant il y a la famille des développements limités sans factoriel, qui sont des conséquences de la formule jaune. Monsieur? Oui. J'ai pas bien compris pourquoi il n'y avait pas la factorielle. Alors, déjà, la factorielle, elle a disparu dans les deux formules qui sont ici. D'accord? Du fait de où, tu le vois où, en remplaçant alpha, ici, là, par 1, si tu remplaces alpha par 1, par moins 1, pardon, alpha par moins 1, tu vas avoir moins 1 ici. Ici, tu vas avoir moins 1 fois moins 2. Tu vois que le moins 1 fois moins 2, il mange la factorielle? Oui. Eh bien, idem ici. Tu vas te rendre compte que ce truc-là, c'est une factorielle qui va manger la factorielle. Ça, c'est la première façon de savoir que les factoriels vont disparaître dans la formule jaune. La deuxième manière, je pense, qui est pas mal aussi, c'est de voir une somme géométrique. Quand on voit ça, si vous avez compris le truc, eh bien, 1 sur 1 moins x, vous le voyez là, 1 sur 1 moins x, il s'exprime comme ça, plus un résidu qui n'a pas de factoriel. Il n'y a pas de factoriel dans ces formules. Maintenant, pourquoi les formules d'après n'ont pas de factoriel? Bien parce que ce sont des intégrations de ça. Quand tu intègres ça, tu sais que là, une primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1.
Il n'y a pas de factoriel. Voilà. Donc, tu intègres terme à terme tous les termes du développement jaune et tu obtiens le développement limité du logarithme népérien de 1 plus x. Vous avez remarqué que ln de x, il n'est pas dans la famille. Ln de x, il n'est pas dans la famille parce que, comme je me place en 0 et que ln de 0 n'existe pas, je ne peux pas appliquer Taylor-Young. Donc, on applique Taylor-Young pour le logarithme en 1. Bien sûr. Oui. Et du coup, la puissance n-1, ça vient de l'intégration là? Cette puissance-là, Ouais. ben, elle vient du fait qu'il y ait des puissances là. En fait, ce qui se passe, c'est que le dernier terme, moins 1 puissance n, x puissance n, il s'intègre en moins 1 puissance n fois x puissance n plus 1 sur n plus 1. Mais si vous faites ça, vous obtenez un développement limité à l'ordre n plus 1. Vous intégrez le dernier terme là. Donc ce qui se passe, c'est que comme le développement limité du logarithme n'est pas rien de 1 plus x, je vous l'ai donné à l'ordre n. Ça veut dire que j'ai abaissé l'ordre, j'ai abaissé tous les n de 1. Ben regarde, si tu remplaces tous les n par n-1, tu obtiens exactement ce que j'ai donné. Tu le vois? Ouais. Tu veux que je réexplique? Non, c'est bon, parfait. Ok. Donc, évidemment, ici, vous avez une formule générale, sigma de k égale 0 à n, de moins 1 puissance, alors là, il y a un piège, effectivement, moins 1 puissance k moins 1, x puissance k sur k. Et pour le ln de 1 moins x, est-ce que ce serait pas moins x puissance n sur n à la fin? Oui, merci. C'est une erreur de frappe. Merci. Je vous corrigerai. Là, c'est un moins. Donc, la formule qui suit est facultative à connaître, même si elle paraît plus simple du fait qu'il n'y ait que des moins. Et la dernière, arc tangente de x, à votre avis, elle provient d'où? Comment on fait pour la retenir? Donc, pour retenir aisément la formule de arc tangente, alors évidemment, il faut la connaître, hein, mais si jamais vous voulez trouver des moyens de remémoration très rapides, il y en a un qui est assez rapide, puisque celle-là, vous la connaissez sur le bout des doigts. Vous n'avez plus qu'à vous dire une chose, c'est que la dérivée d'arctan de x, c'est 1 sur 1 plus x2. Et comme il a été proposé à l'instant, si on remplace ce x par x carré, on obtient 1 moins x2 plus x4, plus moins 1 puissance n, x puissance 2n. Eh bien, si vous intégrez ça, vous obtenez exactement le résultat qu'il y a là. Et vous remarquez que arctan est une fonction impaire et que ces termes sont tous impairs. Donc, tout est logique. Alors, attention, effectivement, comme il a été remarqué, c'est comme le développement limité de sinus, mais sans les factoriels. Donc, faites attention de ne pas vous embrouiller quand vous les apprenez. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que pour lundi, vous les connaissiez sur le bout des doigts. En fait, ce week-end, vous les répétez. Ce soir, demain soir et dimanche soir, vous répétez les développements limités. Parce que je veux bien que vous bloquiez sur les techniques de calcul, parce que ça, c'est faut du temps pour les apprivoiser. Mais par contre, connaître les formules, ça, je ne peux pas le faire pour vous. Il faut les apprendre, et puis c'est tout. Et il faut se les répéter cet été, de sorte à ce que la rentrée prochaine, on n'aura pas le temps de vous faire des interros de développement limité l'année prochaine. Alors c'est parti, on se lance dans les calculs. Alors, voilà comment ça va fonctionner. Je vous donne, ça va être des difficultés graduelles. Donc, je vous donne d'abord des petites règles, parce qu'il faut qu'on fasse quand même un petit résumé de ce qu'on a raconté tout à l'heure rapidement à l'oral. Et puis après, je vous donne des petits exos à faire, et puis vous les faites, et puis on les corrige. Donc, toutes les opérations algébriques qui vont suivre sont toutes admises. Et ce qui est assez formidable, c'est qu'avec les développements limités, tout marche. En gros, il n'y a aucun interdit, contrairement aux équivalents où il y avait des interdits. Donc, c'est un outil qui est puissant, qui est souple, malléable, mais qui est plus calculatoire que l'équivalent. Donc, à vous de jongler, suivant les exos, entre équivalent et développement limité. Je ferai remarquer que l'équivalent, c'est juste le premier terme du développement limité. Donc, sin x est équivalent à x, ln de 1 plus x est équivalent à x, arctan de x est équivalent à x, en 0 à chaque fois.
Et parfois, donc ce qui se passe, c'est que le développement limité, vous allez vous en servir même pour les équivalents. Pourquoi? Parce que parfois, quand vous allez écrire exponentielle x équivalent à 1, bah, ça ne servira à rien. Parce que dans la formule, il y aura exponentielle x moins 1. Donc vous direz que exponentielle x moins 1 est équivalent à x. Cos x moins 1 est équivalent à moins x carré sur 2. Sin x moins x est équivalent à moins x cube sur 6. D'accord? Donc c'est ça le concept de l'équivalent. C'est juste en fait d'écrire plus rapidement les développements limités. Mais ce que je vous propose, c'est que pendant quelques jours, on ne fasse pas d'équivalent pour que vous puissiez bien travailler sur les développements limités. Alors, la première chose que vous avez le droit de faire sur les développements limités, c'est une combinaison linéaire et un produit. Ce sont les deux choses les plus simples. Combinaison linéaire et produit, vous allez voir, vous allez devenir très bon très vite. C'est quotient et composition qui sont plus compliqués. Alors, pour ça, il faut se rappeler ce que j'ai raconté tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai écrit plein de petits théorèmes là. Et en fait, ici, on va écrire de manière opérationnelle pour que vous compreniez bien les règles sur les petits taux. Donc, quand vous voulez faire une combinaison linéaire ou un produit de développement limité, eh bien, vous faites ce que vous avez envie de faire, à savoir le développement limité en 0 ou même ailleurs, à l'ordre n d'une somme, c'est la somme des développements limités. Et pareil pour le produit. Donc, c'est formidable. Et vous allez être rapidement opérationnel. Alors, la seule chose qu'il faut donc que vous sachiez manipuler, c'est les opérations sur les petits taux. Parce que quand vous allez ajouter des développements limités, vous allez avoir des sommes de petits taux. Et quand vous allez multiplier des développements limités, vous allez avoir des produits de petits taux. Eh bien, vous avez ici toutes les règles que vous devez connaître. Elles doivent vous paraître logiques. Il ne faut pas les apprendre par cœur. Si elles ne vous sont pas logiques, c'est qu'il y a un truc sur le petit taux que vous n'avez pas encore bien saisi. On se donne deux entiers, n et p, et un réel. Alors, quand vous ajoutez deux petits taux, alors je vous rappelle que quand j'écris tout ça, je suis toujours en 0. On n'est pas en plus l'infini là, on est en 0. Donc, parce que si vous pensez que c'est en plus l'infini, ça ne marche pas. Parce qu'en plus l'infini, c'est le plus, c'est pas la puissance minimale qui va gagner, c'est la puissance maximale. Donc attention. En 0, quand vous ajoutez deux poubelles, deux termes négligeables devant x puissance n et x puissance p. En fait, on est d'accord que parmi les deux puissances, celle qui a la puissance la plus grande est négligeable devant l'autre. Donc ça veut dire que le petit taux qui a une puissance la plus grande, il peut disparaître. Il peut rentrer dans l'autre petit taux. C'est pour ça que j'ai mis min ici. Par contre, si vous ajoutez deux petits taux de même puissance, ça vous donne un petit taux de 2 fois x puissance n. Et je vous rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, que le fois 2, il est facultatif. Donc on peut carrément l'enlever. Autrement dit, c'est ce que je vais vous raconter, on est en train d'écrire que 1 plus 1 égale 1. Ce qui vous montre que les objets qu'on est en train de manipuler ne sont pas vraiment des réels, ce sont des classes. Et ça va être super pratique. Parce que quand vous allez ajouter des développements limités, vous vous doutez bien que vous allez avoir plein de sommes de petits taux. Mais vous les mettez tous dans le même. En physique, peut-être que vous avez déjà fait ça. Lorsque vous avez plusieurs constantes additives d'intégration. Souvent, les physiciens ils disent, eh bien, toutes les constantes additives d'intégration, on les met dans la même constante et on leur donne un nom. C'est pareil. Le petit lambda, si vous avez un petit lambda là, en multiplication dans l'ex puissance n, hop, il disparaît. Et quand vous multipliez des petits taux ensemble, bah là je pense que c'est logique, non? C'est la règle des multiplications usuelles. Et quand vous avez un x puissance n qui est en dehors du petit taux, vous pouvez le rentrer. Donc parmi tout ça, je pense que la seule surprise éventuelle, c'est ça, qu'on va utiliser tout le temps. Et c'est ça. Tout le reste, c'est assez logique.
C'est parti pour l'exemple numéro 1. Donc, combinaison linéaire développement limité. Regardez, je vous donne ici une combinaison linéaire d'exponentielle fois 2 moins x carré moins 2 sinus. Et je vous demande de me trouver un développement limité en 0 à l'ordre 2 puis à l'ordre 3. Allez-y. Donc, correction des petits exercices qui suivent, donc très facile. On vous demande ici le développement limité à l'ordre 2 de cette fonction-là. Donc, quand vous avez une somme de développement limité, veillez toujours à avoir des développements limités d'ordre identique. Ici, x carré et son propre développement limité. Et quand vous développez tout, vous obtenez les termes d'ordre 1 et d'ordre 2 qui se simplifient. À l'ordre 3, évidemment, on rajoute un terme d'ordre 3 ici et ici. Tout calcul fait, on obtient cela. Mettez sur pause si vous voulez voir plus avant. Exemple 1 bis. Je prends le même exemple d'avant, mais je mets un fois x ici. Donc là, le petit piège, c'est qu'évidemment, quand on met un fois x, ça augmente l'ordre du premier développement limité de 1. Donc, n'hésitez pas à le faire en 2 étapes si vous le souhaitez, ou en une si vous êtes rapide. Ce terme-là, en fait, il s'en va. Il ne sert à rien, parce qu'il est d'ordre 4. Et tout calcul fait, on obtient ça. Voilà. Alors, on avance et on va faire des choses un petit peu plus compliquées. On va regarder le développement limité du produit exponentielle x sinus x en 0 à l'ordre 3. Alors, ce n'est pas très compliqué, mais il faut quand même s'attendre à des petites choses, problème de troncature. Donc, allons-y, regardons comment ça fonctionne. Vous avez ici deux fonctions usuelles dont les développements limités de l'ordre 3 sont ceux-ci. Et ça, c'est pas difficile. Maintenant, vous allez développer. Et quand vous allez développer, évidemment, vous remarquez qu'il y a plein de polynômes de degrés strictement plus grands que 3 qui vont apparaître. Or, on vous a demandé d'aller à l'ordre 3. Donc, tous les polynômes que vous allez voir apparaître, qui ont un degré supérieur ou égal à 4, vous ne les écrivez pas. Au moment où vous développez et que vous les rencontrez, vous ne les écrivez même pas. Vous les oubliez. Parce que de toute façon, vous n'allez pas les utiliser. Donc, ça ne sert à rien d'écrire des termes dont on ne va pas se servir. Je préfère qu'on y pense tout de suite parce que sinon, les développements limités, c'est déjà très calculatoire. Si vous n'avez pas des bonnes techniques, vous allez écrire beaucoup de choses pour rien. Allez-y. Deuxième chose aussi que je n'ai pas dite. Tout à l'heure, vous avez vu que quand on a fait des sommes de petits taux, on a dit qu'on mettait tous les petits taux dans le même petit taux. Eh bien, pour les produits, c'est un peu pareil. Il faut un peu réfléchir. Quand vous allez développer le 1, vous allez faire 1 fois x. Après, vous allez faire 1 fois moins x3 sur 6. Vous le gardez. Mais en fait, ce 1 fois petit taux de x3, vous ne le faites pas. Ça ne sert à rien. En fait, il faut uniquement développer la partie régulière qui est ici avec la partie régulière qui est ici. Vous développez que ça. Et vous gardez un seul petit taux qui va contenir tous les termes d'ordre strictement plus grand que 3. D'accord? Donc, le calcul est aisé. La technique, c'est de dire qu'on multiplie uniquement les parties régulières. Donc, on multiplie cette partie régulière par cette partie régulière, uniquement. On ne garde que les termes d'ordre inférieur ou égal à 3. On tronque tout le reste. D'ailleurs, en Python, c'est ce qu'on ferait aussi. Quand vous multipliez deux polynômes entre eux, sous forme de liste, en fait, les termes finaux, en fait, quand vous les multipliez, en fait, les termes finaux, vous pouvez les tronquer. Un polynôme, vous pouvez toujours le tronquer sur la fin, en particulier lorsqu'il y a des zéros. C'est un petit peu la même chose. On fait une troncature des termes d'ordre strictement plus grand que 3. Et à la fin, le petit taux qu'on obtient, c'est un petit taux d'x puissance 3. Attention, ce n'est pas un petit taux d'x puissance 6. Pour avoir un petit taux d'x puissance 6 à la fin, il aurait fallu faire des développements limités à l'ordre 6, qui auraient fait des calculs plus importants. Voilà pour les produits. Alors maintenant, les composés. Alors les composés, là, c'est un petit peu plus délicat. Composé au quotient, c'est un petit peu plus délicat. Composé, ça va encore, c'est quotient qui va poser des petits problèmes. Alors voilà pour la composée. La technique, c'est pour faire un développement limité de g rond f à l'ordre n, c'est évidemment de faire un développement limité de f et de g à l'ordre n. Mais attention, pas faire n'importe quoi. Vous allez commencer d'abord par faire un développement limité de l'intérieur, de la fonction interne, à l'ordre n, naturellement. Il ne faut pas commencer par la fonction externe, vous allez voir dans l'exercice pourquoi. Vous remplacez f par son développement limité à l'ordre n, et donc vous retrouvez avec g de un gros truc. Bon, alors ce qui se passe, c'est que maintenant, il faut faire un développement limité de g.
Mais quand vous allez faire un développement limité de G, il faut faire assez attention déjà que, et là je ne l'ai pas écrit, il faut que vous le rajoutiez, il faut être sûr que le résultat de f en 0, ce soit 0. Parce que si f de 0 n'est pas égal à 0, ça veut dire que le développement limité de G que vous allez faire, il ne faut pas le faire en 0. En fait, il faut faire un développement limité, peut-être on peut écrire ça si vous voulez. On injecte ce développement limité en 0 dans G et on effectue un nouveau développement limité, mais en f de 0. Alors, non, ne l'écrivez pas comme ça, c'est compliqué. Technique pour trouver un développement limité à l'ordre n de G rond f. Point. On suppose déjà que f de 0 égale 0. Donc, si f de 0 égale 0, dans ce cas, tout ce que j'ai écrit est juste. Et si f de 0 n'est pas égal à 0, il va y avoir des petits problèmes. On va tout de suite voir pour la situation. Donc, exemple que je propose de traiter ensemble. Je vous demande de trouver le développement limité en 0 à l'ordre 3 de la fonction exponentielle sinus. Donc, on est en 0, tout va bien, et on applique directement la technique. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit que exponentielle de sinus, eh bien, c'est exponentielle de, et on remplace sinus par son développement limité à l'ordre 3. Jusque-là, tout va bien. Alors, regardons bien que quand x tend vers 0, x moins x cube sur 6 plus petit o de x cube, bah, ça tend bien vers 0. Donc, ouf, je suis dans la configuration où tout va bien et où je peux faire le développement limité maintenant de l'exponentielle en 0. Autrement dit, si vous avez besoin de faire des changements de variables, n'hésitez pas, vous posez petit h égale ce qui est en haut, et maintenant vous faites un développement limité de l'exponentielle, le h tendant bien vers 0. Donc là, les calculs vont se renchérir. Ceux qui ont besoin de poser petit h, ben faites-le. Mais évidemment, moi, je ne vais pas poser petit h. Moi, je vais tout de suite injecter ce terme-là dans le développement limité de l'exponentielle. Donc, 1 plus ce machin au carré sur 2, plus ce machin au cube sur 6. Alors, attention, vu qu'on est à l'ordre 3, il faut pousser le développement limité de la fonction externe à l'ordre 3 aussi. Donc, vous avez tout ce gros calcul à faire. Alors, vous allez voir quand vous allez commencer à être aguerri en développement limité. Ces petits taux là, eh ben, vous pourrez vous passer de les écrire. Ceux qui commencent déjà à faire ces abus parce qu'ils ont senti que ce n'était pas utile de les écrire, eh bien, je les conforte dans leurs abus. Effectivement, ce petit taux de x puissance 3, si vous voulez ne pas l'écrire, vous pouvez parce qu'il va directement aller dans la poubelle du petit taux x puissance 3 final. Regardez, c'est ce que j'ai fait là en fait. J'ai mis un petit taux d'x puissance 3 au fond, auquel cas ça veut dire que mes trois petits taux jaunes, vous pouvez carrément les supprimer. Autrement dit, vous avez le droit de poser h égale la partie régulière uniquement. Le petit taux, ce n'est pas la peine de le mettre dans le h. D'accord? Ce qui fait que maintenant, ben, c'est plus qu'un petit calcul. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait commencer par la fonction interne. Eh bien là, on comprend bien. Parce que si on commence par la fonction externe, on va d'abord appliquer le développement limité de quoi? De l'exponentielle en sinus. Et ça va donner quoi? Ça va donner 1 plus sinus, plus 1 demi de sinus carré, plus 1 sixième de sinus cube. Mais ce n'est pas un polynôme, ça. Donc maintenant, vous allez devoir le sinus carré et le sinus cube, vous allez devoir en faire un développement limité. Mais comme le développement limité va être dans un cube, il va falloir tout développer. Ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, on ne commence jamais par l'extérieur lorsqu'on fait un développement limité. C'est une règle. Voilà, bon, maintenant, c'est que des calculs. Donc, ben, c'est juste un contrôle. Est-ce que vous connaissez vos identités remarquables? Donc, il faut absolument connaître a plus b à moins b au carré, évidemment. Il faut connaître aussi a moins b à plus b au cube. Si vous ne connaissez pas, il faut le réécrire. Donc, je rappelle les trois identités remarquables qui sont ici. Mettez sur pause si vous ne les connaissez pas bien. Vous pouvez même la mettre sur la fiche. Hein, votre première page de cours de compétences, c'est les fonctions, c'est les développements visuels. Dans un petit coin, vous mettez un petit encadré. I love it. Je mets mes trois identités remarquables. Moi, je ne les connais qu'avec plus. Hein. Celles avec moins, je les retrouve en remplaçant b par moins b, b par moins b.
Bon. Voilà, et bon maintenant c'est plus que du calcul, parce que maintenant donc, vous développez tout. Donc comme je vous ai dit, moi quand je fais développement limité, j'écris directement ça. Donc je zappe la ligne d'avant. Et puis pareil, maintenant on développe tout avec les identités marquables. Shake, 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 shake. Et à la fin, on ne garde que les puissances d'ordre inférieur ou égal à 3. Donc on a dit que dans le ici on garde tout, ça on garde, ça on garde, ça on garde. Maintenant, ça au carré on garde. 2 fois ça, le double produit, on ne garde pas, puissance 4. À partir du moment où le double produit s'en va, ça veut dire que le celui d'après s'en va aussi. Donc puissance 6, il s'en va. Plus un sixième de x cube, on garde. Et tous les termes d'après, ils s'en vont. Autrement dit, regardez, moi j'écris directement ça. Je ne commence pas à écrire les identités marquables. Parce que comme je les ai dans la tête, les identités, j'écris que les termes qui valent. C'est bon, on obtient 1 plus x sur 2, plus un petit e de x3, puisque des termes en x3, il n'y en a plus. Les termes en x3, ils se simplifient là, regardez. Voilà. C'est inattendu. Alors, par contre, situation un petit peu plus délicate. On fait pareil, mais avec exponentielle de cos. On y va, c'est parti. On vous demande un développement limité à l'ordre 3. Alors ici, j'ai mis un développement limité à l'ordre 4. Ce n'est pas ce qui est demandé, c'est l'ordre 3, ça suffira. Donc, on va avoir un du coup. Comment On va avoir un du coup. À l'intérieur. Oui, alors justement, ça c'est le problème. Parce que donc, si on pousse à l'ordre 3, on est d'accord que ce terme en x4 sur 24 plus petit o de x4, vous pouvez le supprimer. Donc, vous avez. Donc voilà la correction. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous. Donc là, j'ai fait un développement limité à l'ordre 4 dans la correction en haut. Donc je passe à l'ordre 3, ce sera plus simple. Donc ici, l'idée qu'a eu Enzo, c'est qu'effectivement, on scinde l'exponentielle en deux. Ce terme tendait vers 1, mais maintenant, la nouvelle exposante d'exponentielle tend vers 0. Donc, cette fois, on peut appliquer directement le développement limité d'exponentielle en 0. Normalement, il faudrait pousser à l'ordre 3, mais on se rend compte qu'à l'ordre 1, ça suffit, puisque les termes qui vont suivre seront de puissance 4 et 6. Donc, ils rentrent dans le petit o et c'est terminé. Donc, ceux qui veulent s'amuser à faire de l'ordre 4, vous pourrez regarder, c'est juste calculatoire pour rien. Et donc, on obtient, quand on pousse à l'ordre 4, on obtient un terme correctif en plus ici, c'est le terme d'ordre 4, que moi, je n'ai pas évidemment, puisque je me suis arrêté un ordre avant. Et pour terminer, les quotients de développement limité. Donc, bien sûr, c'était sur 2 ici. Une erreur de frappe a été signalée. Donc, petit c, quotient de développement limité. Après avoir traité les combinaisons linéaires, les produits et les composés, on traite les quotients. Alors, je fais le quotient en dernier parce que vous allez voir, ce n'est pas spécialement compliqué, mais il y a des petites choses qui vont apparaître. Il faut d'abord scinder la technique en 2 étapes. Avant de commencer par les quotients, je vais commencer par les inverses. Donc, première technique, si je vous demande de trouver le développement limité en 0 à l'ordre n de 1 sur f. Alors, la fonction f en 0, a priori, pourrait tendre vers 0. Auquel cas, on va faire un développement limité d'une fonction qui n'est pas définie. Alors, en fait, il ne faut pas trop se poser de questions. Quand vous faites des développements limités, on ne vous demande pas d'étudier l'existence. Contrairement à tout ce qu'on fait d'ailleurs. Par ailleurs, vous avez vu, pour étudier la continuité, la dérivabilité, l'intégrabilité. On ne dérive pas, on n'intègre pas, c'est pas ça qu'on fait. On note des arguments d'opération. Pour les développements limités, on ne vous embêtera pas. Pour les développements limités, c'est un objet technique qui est très pratique et qui permet d'enlever des formes indéterminées. Donc, quand vous faites un développement limité, vous pouvez le faire sans justifier. Donc, même si f de 0 veut 0, on peut le faire. Bon. On effectue donc le développement limité, évidemment, de f en 0 à l'ordre n. Ça, c'est pas un scoop. Par contre, le scoop, et vous allez comprendre pourquoi je vous ai demandé tout à l'heure d'apprendre par cœur la formule jaune du formulaire 1 sur 1 plus x. C'est là qu'elle va nous servir. La seule formule qui vous permet de faire remonter les x du dénominateur au numérateur, je vous rappelle qu'il faut les faire remonter, il
il faut les faire remonter parce qu'un développement limité, ça se termine comme un polynôme. Eh bien, la seule formule qui permet de faire remonter les x du dénominateur au numérateur, c'est 1 sur 1 plus h ou 1 sur 1 moins h. Voilà. C'est là que vous allez choisir si vous décidez d'utiliser 1 sur 1 plus h ou 1 sur 1 moins h. Mais alors, il faut s'y ramener. Exactement comme le truc tout à l'heure, vous vous rappelez, où il a fallu se ramener à une exponentielle d'un truc qui tendait vers 0. Donc, il faut s'y ramener coûte que coûte. Et la technique pour s'y ramener coûte que coûte, vous allez la trouver tout seul, c'est toujours la même. Donc, une fois qu'on s'est ramené 1 sur 1 plus h, eh bien, on effectue le développement limité à l'ordre n en 0 de 1 sur 1 plus h. Il faut se débrouiller pour que le h, évidemment, il tende vers 0. Donc, il faut 1 sur 1 plus un truc qui tend vers 0. Alors, on y va. L'exemple numéro 4, c'est le suivant. Je vous demande un développement limité à l'ordre 3 en 0 de la fonction, il manque un x là, qui a x associe 1 sur 1 plus exponentielle x. Donc, piège qui a été décelé par certains d'entre vous, on n'a pas le droit de poser h égale exponentielle x, puisqu'en 0, il tend vers 1. Si on tombe dans ce piège-là, c'est parce qu'on fonctionne par mimétisme et on oublie que la première chose à faire, c'est le développement limité en 0 à l'ordre 3 de l'exponentielle. Donc je le fais. Et en le faisant, on voit tout de suite le problème. Et là, effectivement, la remarque de Rémi, elle prend tout son sens. Le 1 plus 1 devient un 2. Donc en fait, le 1 n'était pas le 1 attendu. Donc maintenant, on passe à l'étape numéro 2. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce qu'on va faire pour se ramener à 1 sur 1 plus h? Donc la technique, c'est toujours la même. On factorise toujours par le terme constant pour faire apparaître un 1. Donc ici, on factorise par 2 le dénominateur. On ne fait jamais plus 1 moins 1. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient immédiatement cela. Hop, je vous mets devant. Et donc là, on repère quelque chose qui nous intéresse. Parce que effectivement, le terme qui est ici maintenant, il tend bien vers 0. Alors plus précisément, h, c'est uniquement la partie régulière. Hein. H, c'est ça. Dans votre esprit, si vous voulez poser h, h, c'est la partie régulière. C'est le polynôme de degré 3. Vous vous êtes ramené à 1 sur 1 plus un truc qui tend vers 0. Donc, vous n'avez plus qu'à appliquer le développement limité de 1 sur 1 plus h. Alors, c'est pour ça que moi, je préfère 1 sur 1 plus h que 1 sur 1 moins h. Parce que ceux qui voudraient faire apparaître 1 sur 1 moins h, vous allez devoir faire apparaître un moins ici, mettre le moins en facteur, faire apparaître des moins dans la parenthèse. Et alors, vous avez passé du temps à faire ça, et vous gagnez du temps par rapport à nous, parce que vous avez plus d'alternance de signes à la fin. 1 sur 1 moins h égale moins h carré, plus, enfin moins h cube, moins h puissance 4. Bon. Nous, on va avoir une alternance de signes. C'est pas grave. Moi, ça ne me pose pas de problème d'avoir l'alternance de signes. Voilà. Moralité, on pose h égale ce truc-là, et on obtient évidemment ce terme. Bon. Et bien maintenant, on remplace h par son expression. Et alors, c'est là que ça commence à devenir super calculatoire. Donc là, je vous ai mis tous les termes. Et puis, on réfléchit à quels sont les termes qui sont superflus. Donc, comme il a été remarqué, ce terme est superflu. Et ces deux termes aussi. Puisque dans les développements, ils vont passer à l'ordre 4 ou plus. Donc, vous avez ici a plus b au carré. Ici, vous avez uniquement a au cube. Donc, il n'est pas question, lorsque vous faites des développements limités, de faire du a plus b plus c au cube. On ne vous donnera pas des exercices aussi compliqués, bien que ça existe. En général, si vous tombez sur des choses comme ça, c'est que vous avez oublié de barrer des termes superflus. Et donc, c'est la première fois qu'on a un a plus b au carré qui est vraiment important. Puisque quand vous faites a carré, ordre 2, 2ab, ordre 3, on garde. C'est la première fois qu'on garde les doubles produits. Et plus b carré, alors lui, b carré, il va passer à l'ordre 4, donc on ne garde pas. Donc maintenant, c'est plus que du calcul, un petit peu fastidieux. Le 1,5, vous pouvez le laisser en facteur jusqu'à la fin, ça ne me dérange pas. Hein. Je m'en fous que vous développiez le 1,5. Et maintenant, il faut ranger les jambes par ordre croissante, par ordre 300. Et donc, vous allez obtenir, tout calcul fait, ce résultat. Pour terminer,
on arrive enfin au summum donc, des développements limités qu'on peut effectuer. Maintenant qu'on sait faire le développement limité de 1 sur f, on nous donne la technique pour le développement limité général d'un quotient, f sur g. Voici la technique. Elle est très simple. On se ramène au cas précédent. Comment? En écrivant f sur g sous la forme f fois 1 sur g. Donc, vous n'avez plus qu'à faire le développement limité de 1 sur g par la méthode qu'on vient de voir. Le développement limité de f à l'ordre n, et après, vous les multipliez. Ce qui vous donne, donc, dans l'exemple numéro 5, le dernier développement limité que je voulais qu'on fasse ensemble. Alors, c'est un développement limité usuel. C'est le dernier, si vous voulez bien, si vous voyez bien, c'est un des derniers de fonctions usuelles qu'on n'avait pas donné. Mais il faut le connaître. Il faut le connaître à l'ordre 5. Il faut l'apprendre. Alors, c'est le plus, on va dire, c'est le plus bête à apprendre. Parce qu'en fait, il faut juste apprendre 1x plus x3 sur 3 plus 2 quinzièmes de x puissance 5. Il y a des méthodes mnémotechniques pour retenir le développement limité de tangente. C'est que ceux qui sont intéressés pour regarder ce qu'on appelle la technique du Boustrophédon. Boustrophédon, c'était une technique d'écriture qui a prévalu à une certaine époque à l'est de l'Occident, parce qu'en fait, le Boustrophédon, ça vient de bœuf. Le bœuf, quand il se balade quand il laboure un champ, il fait des S comme ça, aller-retour. Et en fait, c'est ce qui s'est passé quand on a écrit, quand on a décidé d'écrire de gauche à droite. Ça a été donc un arrêté en fait je crois que c'est les Grecs qui ont fait ça. Hein. Ils ont dit à partir de maintenant, on écrit de gauche à droite. Mais en fait, comme ils étaient à côté des Perses et que les Perses écrivaient de droite à gauche, il y a eu toute une période où en fait les gens ne savaient pas trop dans quel sens il fallait écrire. Donc ils écrivaient un peu comme ça, vous voyez. Bon. Et en fait, la technique du Boustrophédon, eh bien, vous regardez sur Internet, elle permet de retrouver les coefficients du développement limité de tangente. Bon. Mais c'est suffisamment tordu, ça ne sert à rien de le retenir. Voilà. Donc c'était la petite remarque culturelle. Apprendre par cœur. Donc maintenant, beaucoup moins culturel, beaucoup plus autocrate. Tangente x égale x plus x3 sur 3 plus 2 quinzièmes de x5. Ce terme-là, par contre, franchement, sauf si vous avez une très bonne mémoire, ne le retenez pas. Plus un petit taux de x puissance 5. Vous pouvez aussi mettre un petit taux de x puissance 6 parce que tangente est une fonction impaire. Donc, il n'y a pas de terme d'ordre 6 dans le développement limité. Alors, c'est un exercice super classique, donc je vais vous demander de le faire et on va le corriger ensemble. Pour trouver le développement limité de tangente, il y a plein de méthodes. La méthode la plus connue, bien sûr, c'est sin sur cos. Donc, c'est parti, c'est à vous. Donc, vous avez ici une proposition de correction que j'ai trouvée sur Internet, hein, du développement limité à l'ordre 5 de tangente. Donc, je vous laisse observer, il n'y a aucun piège particulier. Sinon, ici, le correcteur a utilisé 1 sur 1 moins h pour faire son développement limité. Ce qui est bien, c'est que là, il vous montre d'autres méthodes. Alors, il y a plein d'exos autour des développements limités de tangente. Donc, là, il propose de le faire par une identité remarquable, par une forme trigonométrique, excusez-moi. Donc, voilà, bon, il faut regarder, il faut bien vérifier vos formes trigo. Donc, ce n'est pas la méthode la plus aisée, hein. Ce n'est pas la méthode la plus connue. Vous avez une méthode qui est beaucoup plus connue et beaucoup plus porteuse, c'est celle-là. Vous savez que tangente se dérive de deux manières différentes. Tan carré plus 1 et 1 sur cos carré. Donc, l'idée, ça peut être d'écrire que tan carré, c'est moins 1 plus 1 sur cos carré, de faire un développement limité de tangente carré, et après mettre une racine. Bon, franchement, c'est un peu long. Hein. C'est un peu long. La plus facile, la plus rapide, c'est ce que vous avez faite. Beaucoup plus sympathique, mais alors ça, pour ça, il faudra qu'on en parlera jeudi prochain de ça. Vous pouvez faire des opérations vous pouvez dériver ou intégrer des développements limités. Ça, c'est autorisé. Donc, en fait, la méthode que je vous ai donnée tout à l'heure, mnémotechnique, pour retenir le développement limité d'arc tangente, en fait, c'est plus qu'une méthode. En fait, c'est un théorème. Et donc, puisque tan prime, c'est 1 sur cos carré, trouver un développement limité de 1 sur cos carré, bah, ça se fait bien. Et donc, on n'a plus qu'à intégrer à la fin le développement limité obtenu pour obtenir celui de tangente. Voilà. Donc, il y a plein de choses. Et la technique du Boustrophédon, en fait, elle est issue de cette égalité-là. En fait, c'est une équation différentielle. Hein. Donc, tangente vérifie une équation différentielle. Donc, l'idée, c'est des exos qu'on n'aura pas le temps de faire ensemble. Mais c'est des trucs assez classiques où, en fait, vous dites tangente est impaire. Donc, j'écris son développement limité et de la forme ax plus bx cube plus cx5 plus petit o de x5. Et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous injectez dans l'équation différentielle le développement limité.
Parce que sous certaines hypothèses qu'on verra jeudi, vous pouvez dériver un développement limité. Et donc, regardez, par identification des polynômes qui apparaissent, eh bien, vous obtenez un petit système qui vous permet de trouver les coefficients. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à tous.